sommes arrivés au dirigeable à Kirzach. C'est une forge où les ingénieurs qui seront chargés de la réalisation du nouveau projet et des nouvelles technologies ont travaillé de manière significative auparavant. Aujourd'hui, nous allons nous promener avec eux dans ce dirigeable à Kirzach. Ils raconteront leur histoire, ce qu'ils ont fait ici, ce que c'était, avec beaucoup de détails techniques, car être à proximité de l'appareil permet de discuter de manière plus concrète. Il y a aussi ici à Kirzach une jeune génération de dirigeables, notamment dirigée par Arkady de Baumann et également d'autres experts. Arkady s'occupe également du domaine des dirigeables en se consacrant à l'élévation des appareils stratosphériques. Récemment, il a établi un record pour la Russie. Ils ont volé de la région de Moscou à Baïkal en 4 jours. En général, un appareil stratosphérique est considéré comme impressionnant. S'il peut accomplir sa mission pendant plus de 24 heures, ici nous avons atteint 4 jours, c'est notre record. Nous en parlerons aussi de la stratosphère, des Baumann. Nous vous présenterons bientôt Arkady et les Baumanites. Un entretien séparé sera publié où nous parlerons de la manière dont nous allons réaliser cette mission de lancement dans un avenir proche. C'est Artem. Il peut assembler un réacteur thermonucléaire chez lui et vous expliquer comment il fonctionne de manière simple, mais il préfère utiliser des termes scientifiques et la langue anglaise. Tout le monde connaît Ruslan. Ruslan, c'est produire des biens qui sont vraiment moins chers que tous les autres équivalents et de meilleure qualité encore. Peut-être que le développeur de divers convoyeurs, lignes, mécanismes et dispositifs pourra même trouver lui-même le financement par la suite. Tout ce qui est lié à la production se passe d'une manière ou d'une autre. Tout le monde appelle Ruslan et lui demande de participer. Et puis il y a Denis, dont le surnom clandestin est La Barbe. Cet homme peut envoyer un message assis dans sa cuisine vers Pluto, Jupiter et revenir par signal radio. Oui, il réalise ses installations seul, l'électronique de puissance, les micro-ondes, la radio et les nanotechnologies. Il a actuellement le plus grand torre-plasma du monde. C'est lorsque dans une ampoule en verre se forme un anneau de plasma qui reste stable. C'est un gars vraiment cool, il a sa propre chaîne YouTube avec 25 000 abonnés. Il est très vexé que dans le domaine scientifique, disons à la pointe, il n'y ait pas beaucoup d'abonnés. Donc, mettons ici le lien, abonnez-vous à Denis, regardez les expériences. Je m'amuse aussi avec lui, tout est très intéressant et captivant. Et bientôt, nous allons construire un moteur spatial, mais tout cela reste dans le cadre d'un hobby. On ne dit rien. Alors, pendant que nous sommes tous ici, parlons un peu mais de la stratosphère. Les gars sont également très intéressés par la stratosphère. Ils commencent même à proposer leurs propres idées. Il y a un chercheur qui est lié à l'espace et donc, dans une collaboration aussi intéressante et étroite, nous allons bientôt montrer des expériences très amusantes. Nous ferons des diffusions en direct depuis là-bas. Nous réaliserons des expériences. Denis tentera d'allumer les aurores boréales au-dessus de Moscou. Abonnez-vous absolument à lui. Une partie du contenu sera publiée exclusivement sur sa chaîne. Que pensez-vous de revenir à l'endroit où vous étiez auparavant? Ici, c'est vraiment très bien. Ici, on peut vraiment travailler et encore travailler. Le fait d'avoir créé cet endroit est aussi une grande réalisation personnelle. Ici, vous pouvez trouver la possibilité de voler dans l'aéroyacht Horus. Ici, il s'y adapte librement. Également. Donc ici, l'Elling est divisé en deux, pour 2 dirigeables. Et ici, il y aura de la place. Oui, 2 dirigeables, un là, un ici. Oui, 2 aéroyachts. Peut-on estimer les dimensions du yacht comme ça? S'il se heurte par exemple à ce mur, jusqu'où ira-t-il? Directement dans tout l'hangar? Où est-ce qu'il est prévu? C'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli. Ici, nous avons même accueilli un très grand dirigeable d'un volume supérieur à celui de l'AU-30 suivant que nous avions prévu de réaliser par la suite. Voilà, sans pilote. Eh bien, en gros, comme on dit, on peut l'allonger, mais cela serait déjà, disons, si des dirigeables de taille beaucoup plus grande sont vraiment très absolument nécessaires. Par conséquent, il est probable que pour tous les prochains dirigeables, de grands hangars soient déjà nécessaires. Sur l'aéroglisseur Horus, il sera possible de régler toutes les questions concernant son exploitation, notamment les usines, les sorties du hangar, les quais et le stationnement sur des espaces limités. Mais il vaut mieux faire tout cela dans le nouveau déjà LNG
Et bien sûr, il vaut mieux tout faire de nouveau. Oui, voici ce qu'Alexandre Nikolaïevitch dit. Nous allons construire un hangar séparé pour le yacht volant. Il sera à peu près de la même taille, mais il aura un toit fonctionnel. Si ici le toit est ordinaire, là-bas il y aura un dispositif d'amarrage spécial où le yacht volant pourra atterrir, faire descendre et monter les passagers. Il y aura aussi un petit restaurant sur la véranda, ce qui nous permettra de tester la technologie et de montrer au monde que le dirigeable peut atterrir sur le toit d'un bâtiment. En plein centre-ville, c'est sûr, génial, merveilleux, cela n'a jamais été fait auparavant. Parlons un peu de cet endroit. De nos prochains lancements dans la stratosphère de petits appareils, tout cela doit être réalisé d'ici. Si je comprends bien, il y a une autorisation de lancement ici. Ce n'est pas vraiment nécessaire, donc les lancements stratosphériques peuvent être effectués depuis n'importe quel endroit et malgré, c'est-à-dire que les Stratosas qui sont actuellement lancés sont principalement des sondes en latex et de petites enveloppes pesant jusqu'à 1000 mètres cubes. Elles se déploient littéralement sur le terrain depuis n'importe quel endroit et nous pouvons les transporter dans une voiture particulière. Peut-on parler de cette procédure d'autorisation? C'est-à-dire que je devrais demander à quelqu'un si je veux lancer... Eh bien, le fait est qu'il y a une plateforme enregistrée d'aérodrome ici, et dans n'importe quel aérodrome, il y a un espace aérien où les petits avions peuvent monter jusqu'à 2 km, sans aucun problème, sans aucune question. Mais en général, lorsque nous volions en dirigeable, nous en informions les autres, il y avait un ordre de notification. Ensuite, il a volé plus loin, la même chose, mais le service de contrôle ici s'en occupe. En ce qui concerne le lancement dans la stratosphère, voici cette fenêtre. Il faut bien sûr obtenir une autorisation. En fait, toutes les questions concernant l'autorisation de la photographie aérienne avec des dirigeables étaient gérées par Igor Nikolaïevitch Koulikov et son organisation qui maîtrisait parfaitement ce domaine. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un certain type de travail de nomenclature qu'il faut maîtriser. Pour une personne qui n'est pas familière avec cela, il sera difficile de tout coordonner. Il en va de même pour le lancement dans la stratosphère. Les lancements dans la stratosphère sont effectués dans notre laboratoire aérologique, où jusqu'à 1000 ballons décollent chaque jour sur des sites connus et ils en font constamment rapport. Mais ce sont de courtes fenêtres et de courts vols, souvent de quelques heures seulement. Les longs vols, qui duraient autrefois plusieurs heures ou même des jours, sont maintenant rarement effectués. Ils étaient menés intensivement auparavant pendant l'époque soviétique, et ensuite, pendant un certain temps plus tard, actuellement, un groupe d'enthousiastes s'occupe de tous ces vols stratosphériques. Et ils y travaillent depuis plusieurs dizaines d'années. Principalement, ce sont des programmes éducatifs, diverses expériences et recherches scientifiques. Ce sont principalement des sondes en latex qui s'élèvent en forme de bougie à une altitude d'environ 30 à 35 km, approximativement 40, 35 km et 45 km. Et après la rupture, l'équipement atterrit sur Terre, sur un parachute, et il est retrouvé grâce aux traceurs. Ils disposent de tout l'équipement nécessaire et ont une très grande expérience dans l'obtention de permis. Et la question principale concerne l'énergie, la stratosphère, où il y a beaucoup de soleil. Il n'est pas obscurci par quoi que ce soit, panneaux solaires. Nous avons déjà de l'expérience dans le développement de bons panneaux solaires et légers. Il existe déjà des technologies dans le monde et de nouvelles apparaissent actuellement. Concernant les nouveaux panneaux solaires, Artem a des idées. Le processus technique a été partiellement développé pour pulvériser la batterie directement sur la coque. Le dirigeable a déclaré que, dans l'ensemble, la tâche est réalisable. Il existe une technologie critique, ce sont les photovoltaïques flexibles. Les photovoltaïques flexibles, en général, représentent une avancée majeure, car ils peuvent être facilement appliqués sur n'importe quel objet, sur des voitures, sur des toits et surtout sur des dirigeables. Au départ, il est initialement prévu de créer de petits appareils aérostatiques innovants et sophistiqués qui ne peuvent se déplacer que pendant la journée. En raison de limitations techniques actuelles, et déjà la maniabilité d'un tel appareil lui permettra de parcourir environ 1000 km par jour. Par rapport à l'air, cela signifie qu'en se déplaçant autour de la Terre avec les courants, comme je l'ai dit, un aérostat, par exemple celui de Konyukov, a fait le tour de la Terre en 7 jours. Oui, si c'est à l'équateur, cela peut prendre jusqu'à 14 jours.
peut-être même 20 jours pour faire le tour. Ces appareils sont tous bien, mais ce qui se passe avec Alexandre Nikolaïevitch Kirill est plus sérieux. Ce sont des appareils à long terme. Ce sont de petits pas qui nous mèneront, à partir de petits appareils, à des plateformes stratosphériques incroyablement puissantes qui ont sans aucun doute un avenir. Et hier, nous avons parlé avec Kirill très productivement et il y a une proposition en gros de développer toute l'histoire stratosphérique ici, sur cette base, où nous sommes venus aujourd'hui. Nous allons en discuter avec les responsables de cette base, avec les propriétaires. Je pense qu'ils sont tous très intéressés. Nous avons déjà discuté ici et l'administration du district est d'accord et ils sont tous d'accord. Tout le monde veut s'adonner à l'aérostation et à la stratosphérisation. Cela promet d'être très intéressant et génial. Oui, c'est exactement ça, c'est exactement cela que l'objectif d'Alexandre Nikolaïevitch est de créer un dirigeable qui sera entièrement contrôlable, qui aura une grande vitesse et une grande capacité énergétique. Grâce aux solutions techniques que nous soutenons, tous, ils pourront fermer le ciel et dans le pays comme dans le monde, ils pourraient connaître une immense diffusion car ils deviendront des plateformes stationnaires fiables que l'on peut toujours abaisser, remplacer l'équipement, réparer et exploiter depuis des bases terrestres. Ces solutions, en effet, sont conçues pour être robustes et durables. Encore une fois, ils pourront toujours descendre car ils disposent de puissantes installations énergétiques et filmer les situations nécessaires de près avec une qualité qui est inaccessible depuis des hauteurs spatiales, tout en surveillant et en transmettant diverses informations. Bonjour, je m'appelle Vadim Zubkevich. Autrefois, j'étais le concepteur en chef de ce projet, le dirigeable AO30, qui malheureusement ne vole plus maintenant. Il reste ici deux gondoles, les pélinques sont là, et ici on peut voir l'empennage. Les plans de l'empennage sont là. En réalité, la gondole est beaucoup plus haute. Elle repose sur le support du train d'atterrissage, c'est-à-dire que le sol de la gondole est à environ 1 mètre du sol, donc l'angle des marches est correct. Maintenant, il est un peu incorrect, car c'est à la fois une porte et une échelle. Elle ne peut pas s'ouvrir complètement, mais nous allons monter. Il n'y a rien de grave à cela, nous allons à l'intérieur. Ce dirigeable a été conçu comme un laboratoire volant, c'est-à-dire qu'il s'agissait en fait d'un laboratoire qui effectuait une surveillance complète des lignes de haute tension. Ici se trouvait le scanner, qui est situé, qui pendant le vol avait ce hublot ouvert. Pendant le vol, il effectuait un scan complet du terrain sous-jacent et environnant, c'est-à-dire une cartographie complète de toute la zone où se trouvaient les lignes de haute tension. Ici, l'opérateur de la tête de télévision était assis. Voici son poste de travail, cette table rabattable, et il prenait des photos très détaillées de chaque support de la ligne de transport d'électricité. Au fait, le scanner pouvait même mesurer l'écartement des fils, c'est-à-dire qu'il mesurait la distance entre les fils, des lignes de haute tension et le sol jusqu'à ces. Arrêté, végétation en bas. Voici cet endroit de repos. Les opérateurs y travaillaient par équipe, c'est-à-dire que certains travaillaient tandis que d'autres se reposaient. Ensuite, nous passons au compartiment technique. Voici le réservoir de 650 litres de carburant qui est utilisé pour le stockage de carburant. Ici, nous avons le tableau électrique principal. En haut se trouvait la coque du dirigeable. On pouvait l'observer. En principe, on pouvait voir quelque chose. Ici, cette trappe s'ouvrait. Maintenant, elle est simplement ouverte, retirée. Au-dessus se trouvait ce qu'on appelle un astrodome. C'était une demi-sphère en plexiglas. On pouvait regarder directement à l'intérieur de la coque pour vérifier l'état des ballonnets. Amis, nous sommes dans la gondole au poste de pilotage de l'appareil, AO30, avec nous, Vadim Zubkevich, le concepteur en chef de cet appareil. Il est évident que cette gondole est déjà abandonnée et ne vole absolument pas dans cet état, mais nous avons maintenant une personne
qui va maintenant tout nous expliquer et nous montrer. Il donnera une visite, mais au préalable, Vadim, pourriez-vous nous parler des nouveaux appareils? Pour quelle gamme serez-vous responsable et en quoi cela va-t-il différer de ce qui existait auparavant? Eh bien, je serai responsable d'un grand appareil avec une capacité de charge variant de 10 à 20 tonnes. Ce sera un très grand dirigeable avec une structure rigide d'un volume de 60 000 m3. Ce sera un dirigeable complètement différent, tant par ses dimensions que par son équipement. Et c'est à peu près comme comparer un avion AN2 et un Airbus moderne, vraiment à... Ce sera un appareil volant moderne, avec une grande portée, une longue durée de vol et une cabine de pilotage moderne. Ici, oui, la cabine de pilotage est comme ça. Non, elle est normale, elle est excellente. Tout cela a été conçu. Ça me rappelle le Buran. J'étais assis dans le Buran, je regarde ici, c'est vrai. Il y a un peu moins de tout, mais le style. Les indicateurs sont soviétiques. Tous ne sont pas soviétiques, il y a des appareils importés. Ces appareils du groupe Motopropulseur sont tous tchèques, car les moteurs sont tchèques, donc ici, mais les autres appareils sont nationaux, soviétiques. C'est un projet de 2004, il y a déjà 20 ans. À l'époque, il était conçu différemment, maintenant c'est moderne, maintenant c'est un œil, une cabine en verre, tout est sur des écrans, c'est-à-dire un minimum d'instruments à aiguille. Des panneaux sur lesquels tout l'équipement nécessaire est programmé et affiché, que l'on peut faire défiler. Je suis récemment devenu le heureux propriétaire d'une voiture, et je veux dire que parfois, ces anciens instruments à aiguille sont même meilleurs, plus agréables à l'œil, que de regarder des écrans. Vous pouvez parler de la fiabilité. Il me semble que les indicateurs à aiguille sont plus fiables. Non, maintenant tout est très fiable, tout est doublé, même les tableaux de bord modernes. Sur les écrans sont conçus, ils sont tous très fiables. Il y a une triple redondance à la fois pour le signal et pour l'alimentation, de sécurité et de protection. Et si par hasard l'un des tablettes tombe en panne, tout cela peut être affiché sur une autre tablette, par exemple. Tout cela est fiable. Tout est conçu selon les normes aéronautiques. Il existe des normes spéciales pour tout, pour les moteurs, pour l'équipement de bord, pour le logiciel. Le logiciel, c'est maintenant le dernier document, DO 160C, où toutes les normes et toutes les étapes que le développeur doit suivre pour que tout cela fonctionne et ne tombe jamais en panne sont décrites. Voici ce que vous tenez dans vos mains. Ce sont des minerais. C'est le contrôle de la puissance des moteurs, droit et gauche, respectivement. Et cela, ce sont les angles de rotation. Le Mako-Gondon peut atteindre jusqu'à 120 degrés par rapport à l'horizontale, c'est-à-dire un peu même en arrière. On peut le contrôler, disons, par des tirages variés, c'est-à-dire que l'on peut se retourner. Donc, nous sommes suspendus verticalement, il vole en surcharge, nous sommes suspendus verticalement. Ensuite, nous avons fait cela et nous pouvons le faire pivoter. On peut le déployer ainsi, c'est-à-dire que c'est pour le contrôle à basse vitesse, lorsque les gouvernails sont aérodynamiquement inefficaces. Si on se tourne un peu plus comme ça, en posant vraiment la main, c'est vraiment le contrôle des gouvernails. C'est à de grandes vitesses que l'on peut... Quel grand? Déjà plus de 8 mètres par seconde en principe, il est normalement contrôlé. Avec les gouvernes lorsqu'ils volent, c'est quand on est déjà complètement en mode printanier, on peut essayer de jouer avec ça. Ce tableau de bord affiche la position des 8 surfaces de contrôle. Vous voyez dans 4 tous les stabilisateurs, racines, extrémités, surfaces de contrôle, tout est visible. Super. Et ça, je comprends. C'est la radio pour indiquer ton décollage, où tu vas, à quelqu'un, n'est-ce pas? Tu dois avoir un moyen de communication. C'est essentiel. Et c'est comme en hélicoptère, n'est-ce pas? Je décolle de là, je veux aller là-bas, je prends de l'altitude et c'est parti. Tout d'abord, il y a un transpondeur. Cela signifie que l'appareil volant ne peut pas voler sans transpondeur. C'est en mode automatique. Tu envoies constamment un signal de contrôle du trafic aérien avec le numéro de ton bord, ta hauteur, ta direction de mouvement, plus la radio. Tout comme pour n'importe quel aéronef, cela ne diffère en rien. On peut parler un peu du design en détail. C'est une solution purement technique et maximisant l'efficacité de manière optimale. Mais cette solution est pour cet appareil? Oui, c'est clair. Voici une question pour l'avenir de l'appareil. Peut-on faire appel à des personnalités renommées? Excusez-moi s'il vous plaît. Soit en bonne santé, il faut attirer des designers pour que, comme dans le salon d'une bonne voiture, il y ait ici... Bien sûr, cela se résout. En même temps, le concepteur et le designer travaillent et
Tout aéronef passe par une étape nécessaire, celle de la commission de maquette. C'est lorsque des spécialistes indépendants viennent et évaluent bien l'ensemble du confort et du design, ils ne regardent pas d'un point de vue esthétique, mais d'un point de vue de la sécurité, pour que le pilote soit à l'aise et qu'il puisse tout voir, pour que tout soit à sa portée, pour qu'il puisse facilement atteindre tous les boutons, tous les organes de contrôle, depuis n'importe quel endroit, pour qu'il puisse quitter son poste de travail en toute sécurité, en cas de besoin, et y revenir rapidement. Ainsi, la commission de maquette est une étape nécessaire dans la création de tout aéronef. Dans notre cas, il y aura une commission supplémentaire composée d'investisseurs qui viendront évaluer la modernité et la beauté. Je dirais que les investisseurs, bien sûr c'est bien, mais la sécurité avant tout. Compris. Ce qui est en premier lieu, mais nous parlons tout de même des appareils du futur. Bien sûr. Tout cela sera fait à un niveau moderne. Il est même souhaitable d'être en avance. Souhaiter un peu plus d'avance. Eh bien, allons voir ce que sont les stabilisateurs, cependant. Voici le stabilisateur du dirigeable. Sa surface totale est d'environ 25 mètres carrés. En 2014, nous avons fait des modifications. Voici, les deux commandes de direction sont des modèles d'Electrac. Chaque gouvernail est divisé. Cela donne une section racine du gouvernail et une section terminale du gouvernail. Chaque section se déplace indépendamment. Lorsque nous dévions les sections terminales, qui sont plus éloignées de l'axe de la coque, il est également possible de contrôler le roulis, c'est-à-dire que le dirigeable a une légère tendance à osciller en roulis. Il faut le contrebalancer pour qu'il ne s'incline pas. Eh bien ici, l'organisation fonctionnait bien. Le personnel de vol et tous les autres employés ici mangeaient et se reposaient et se détendaient pendant leur pause. Ils travaillaient aussi en supervisant les vols de manière régulière. Lorsque ceux-ci décollaient, oui, c'est moi qui les ai imprimés. J'ai soumis à l'impression ceux-ci à l'impression. Voici le magnifique et impressionnant dirigeable O-30 en vol qu'il a piloté lors de l'Aviamax avec la publicité de Rosoboron Export. Et ensuite, voici un grand complexe de 10 000 mètres cubes qui était dans la province pour la Chine selon le contrat de Rosoboron Export. C'est Avgur qui a réalisé tout cela, cette enveloppe de 10 000 mètres cubes. Ici se trouve le complexe radar et le complexe au sol. Tout cela était géré par l'organisation principale. C'est également développé par une organisation de Saint-Pétersbourg. Tout cela leur a été remis. Ils ont plusieurs complexes. Un système a été mis en place. Après cela, ils ont commencé à fabriquer eux-mêmes leurs aérostats et ne se sont plus adressés à nous. Le travail a été réalisé et remis avec succès. Les contacts sont restés assez bons avec eux. Allons-y donc. Regardons les locaux de travail du personnel de la base. Ici se trouve le poste de secours, à cet endroit. Des bureaux pour le travail des employés et des équipements. Tout est équipé de meubles, de premiers soins. Salle de repos confortable et tranquille. Des bureaux séparés et bien aménagés sont ouverts. Ici, c'est la salle de repos, un endroit parfait pour se détendre et se ressourcer. Le bureau de travail est un endroit où nous avions des pilotes expérimentés et un navigateur qualifié, chacun jouant un rôle crucial dans nos opérations quotidiennes. Mini PBX, bureau des ingénieurs aéronautiques et des systèmes de communication avancés et innovants. construction a commencé. En 2004, a été achevé quelque part. En 2005, il nous attendait pour que nous commencions à assembler des dirigeables. Donc la longueur de cette partie est de 70 mètres. La hauteur jusqu'au plafond est de plus de 20 mètres, mais je me base sur les portes, car les portes mesurent 19 mètres de haut. Et leur largeur est, je pense, de 20 mètres, c'est-à-dire que le dirigeable O-30, qui a un volume de 5200 mètres cubes, s'y installait sans problème, c'est-à-dire qu'il était assez confortable de s'assembler ici. En principe,
Cette taille de section permet d'assembler des dirigeables. D'un volume allant jusqu'à 8000 m3, c'est-à-dire qu'on peut construire un dirigeable de 8000 m3 ici et assembler un identique là-bas. Ce roulement, il se positionne toujours face au vent, l'aérostat. Le vent lui souffle toujours dans le nez, constamment. Chaque projet avait son propre ingénieur en chef. Ce projet en particulier a été pris en charge par Maxime Salako. C'est une chose très sérieuse et c'est en fait un crime qu'il ait été abandonné sans être mené à terme.